Je m'appelle Jean-Michel Lima, je suis représentant d'une ONG qui s'appelle Suisse Contact au Niger. Donc ma présentation portera particulièrement sur le cas du Niger, autour des thématiques qui m'ont été données dans le cadre de cette présentation. Donc on m'a demandé de réfléchir et de poser le cas du Niger autour de l'analyse des raisons d'absence de continuum pour entre politique publique, stratégie nationale de formation, plan d'action et dispositifs. Une autre thématique était de comprendre pourquoi la mise en place des dispositifs peut se faire en dehors ou en décalage sans prendre en compte la stratégie de l'État à destination des jeunes. Et un troisième point était de présenter au travers des activités de Suisse Contact la question de comment articuler et prendre en compte les stratégies de l'État pour élaborer un programme et inversement, comment une expérience peut venir nourrir la réflexion politique et la stratégie de l'État. Mais pour ce faire, je vais quand même poser un peu le décor avec, dans un premier point, le système de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique au Niger. Qu'en est-il et qu'est-ce qu'il comporte ? Par rapport à ce dispositif ou à ce système de formation professionnelle, quels sont les constats de dysfonctionnement et quelles seraient les pistes d'amélioration possibles ? En point 3, une argumentation en faveur d'un développement de dispositifs justement décalés par rapport à ce qui existe de manière plutôt formelle. En 4, justement, ce manque de continuum des politiques de formation professionnelle et les causes plausibles par rapport à ce manque de continuum. En point 5, la stratégie d'articulation et de prise en compte des grandes orientations de l'État au travers des activités de Suisse Contact. Voilà, le système de l'FPT au Niger. Qu'en est-il en réalité ? J'imagine, moi je viens de Suisse, donc c'est un système qui correspond plutôt au système français, avec un accent très fort sur le côté enseignement technique plutôt que formation professionnelle, avec une approche compétences très liée au marché du travail. Vous avez dans la partie bleue qui donne accès finalement à des jeunes qui auraient eu un certificat de premier degré, donc suite au cycle primaire, ils auraient accès à une multitude de dispositifs de formation qui leur permettraient d'arriver à déboucher sur des diplômes tels que le CAP, le BEP, le bac technique ou le bac pro. Ensuite, il y aurait la filière plus académique. À partir du moment où le jeune aurait un bac, il aurait aussi accès à des grandes écoles qui déboucheraient sur des diplômes de type BTS, DUT, DTS, ING, etc. Moi, ce qui m'importe le plus par rapport à nos activités au Niger, c'est la partie qui se trouve avant cette partie bleue, c'est-à-dire pour des jeunes qui seraient non scolarisés ou déscolarisés. Donc pour des jeunes qui n'auraient pas accès en réalité à toute la partie de droite. Puisque vous voyez au niveau de la partie de droite, il faut déjà avoir un certificat du premier degré. Donc ce qui exclut une grande majorité des jeunes. Au niveau des jeunes qui seraient déscolarisés ou non scolarisés, l'État nigérien a développé dernièrement un dispositif qui s'appelle les CFDC, qui sont des centres de formation en développement communautaire et qui permettraient justement à des jeunes qui sont en zone rurale d'entrer dans un cursus qui serait certifiant puisqu'il déboucherait sur des CQP, des certificats de qualification professionnelle, au bout de 2 ans. Vous avez également tout le côté informel de la formation professionnelle avec la présence d'ateliers dans l'artisanat en particulier. Et puis vous avez au Niger un dispositif qui prend en compte une centaine de jeunes qui s'appelle le Service national de participation. Si l'on regarde ce système de plus près, comme je vous l'ai dit, il exclut la majorité des jeunes qui ne seraient donc pas au bénéfice d'un certificat de premier degré. À partir du moment où les jeunes ont ce premier cycle, ce premier certificat, finalement, c'est vers des filières qui débouchent vers les CAP, BEP, etc.
mais qui ne nourrit pas, en réalité, le marché du travail pour lequel il était fait. Si on rentre dans la filière de l'électricité, l'idée au départ de ces dispositifs, c'était de proposer des jeunes pour le marché du travail qui entreraient dans des entreprises en lien avec ces domaines-là. En réalité, les jeunes qui rentrent dans ces domaines-là ont l'idée d'avoir un diplôme et n'entrent finalement pas dans ce marché du travail qui était prévu pour eux. La plupart de ces jeunes, d'après des études que nous avons menées, veulent entrer dans la fonction publique, soit au travers de la police ou de l'armée. Donc finalement, le dispositif formel existant ne donne pas n'aboutit pas au but qu'il s'était donné au départ. Si l'on considère le taux de jeunes qui ont quitté l'école avant d'avoir le premier degré, avant d'avoir le certificat de ce premier degré, ça fait plus de 80% des jeunes. Donc, à partir de ça, vous voyez bien que le système proposé n'est pas accessible aux jeunes déscolarisés et non scolarisés. Pire encore, si l'on considère que ce dispositif ou ce système actuel permet d'absorber 15 000 jeunes en moyenne, et vraiment en comptant aujourd'hui les CFDC, et que nous savons qu'il y a plus ou moins une attente d'1,5 million de jeunes qui sont déscolarisés et qui ne sont pas en situation d'emploi, ça nous fait 1% de jeunes qui pourraient entrer dans ce dispositif, et donc 99% de laissés pour compte, qui n'ont aucune possibilité d'accès au dispositif existant. Par ailleurs, si je prends la deuxième diapositive, et pour ceux qui seraient dans ce système formel, on s'aperçoit que les jeunes qui y sont, c'est souvent suite à des échecs ou à des abandons du système scolaire traditionnel. Donc ceux qui atterrissent au niveau du CAP, des filières CAP, c'est souvent ceux qui ont échoué au niveau des classes 5e, 4e et 3e. Ceux qui arrivent au niveau des CFPT, qui sont des centres de formation professionnelle et technique au Niger, il y en a 8, c'est souvent ceux qui ont échoué au niveau du lycée et qui n'ont pas obtenu à ce niveau-là un bac, et donc ils se reconvertissent dans la filière enseignement technique et formation professionnelle pour obtenir ce diplôme qui correspondrait à un BEP, BEP1 et BEP2. Donc finalement, ceux qui peuvent y entrer, le 1% qui y rentre, il y rentre souvent pour de mauvaises raisons, ou en tout cas pas pour nourrir le marché du travail pour lequel ce dispositif a été conçu. Donc, quels sont les constats de dysfonctionnement? Donc, premièrement, c'est cette incapacité d'absorber cette jeunesse qui est extrêmement importante par rapport à un dispositif formel et existant. Donc, une des solutions, une des pistes de solution, ça serait de proposer des dispositifs qui seraient parallèles et accessibles à ceux qui n'auraient pas, par exemple, le certificat du premier cycle. Ce système qui est proposé ici correspond surtout à de la formation professionnelle pour des métiers dits urbains. On propose des métiers liés à l'électricité, à la mécanique, etc. Et SwissContact travaille dans des régions rurales où finalement ce sont des filières qui ne sont pas si porteuses, ou en tout cas pas tellement sollicitées, et on ne propose pas de filières liées aux métiers de l'agriculture ou à tous les métiers connexes à l'agriculture, que ce soit de la mécanique rurale, par exemple. Donc il y a une inaccessibilité pour les non scolarisés et déscolarisés au niveau primaire, et en particulier dans les milieux ruraux. Donc il faudrait ouvrir cette porte-là à ce groupe de jeunes. Et également donc, amener les dispositifs au niveau des communautés, au niveau des communautés rurales, puisqu'il s'agit effectivement de métiers plutôt urbains. Ensuite, le système de formation est vraiment cloisonné au monde professionnel. Il est vraiment cloisonné au niveau du système de formation professionnelle par rapport au monde du travail.
les liens entre le monde du travail et le monde de formation sont extrêmement limités. Et du coup, finalement, ce qu'on propose au niveau du monde de la formation ne répond pas à la demande du monde de travail. Et puis, il y a effectivement une image qui est extrêmement déficiente de ces métiers de la formation, liés à la formation professionnelle. Et donc, c'est pour ça qu'on voit dans cette diapositive que ceux qui y rentrent, c'est souvent par défaut. Ce n'est pas une volonté des familles ou des jeunes en particulier de dire « moi, je veux embrasser ce métier-là parce que c'est là que j'ai envie de travailler, c'est mon avenir. » Voilà. Finalement, quelle serait l'argumentation en faveur d'un développement de dispositifs décalés par rapport à l'existant? Si on considère que dans le monde de la formation, il y a dans la zone bleue à gauche, dans le petit carré bleu, il y a un processus d'enseignement, formation, apprentissage qui doit se passer. C'est quelque chose que finalement sur lequel l'État travaille beaucoup. On se dit qu'il faut se focaliser sur cette formation-là, pas toujours avec le succès qu'on attend, donc pas toujours avec la qualité attendue, mais on ne se pose pas trop de questions sur quel type de dispositif offrirait le mieux cette qualité de formation. Et puis ensuite, il faut également tout ce qui encadre ces dispositifs de formation, donc des structures d'appui en termes de formation de formateurs ou de régulation telles qu'un cadre institutionnel, des fonds de financement pour assurer la pérennité de ces dispositifs. Donc finalement, les acteurs se focalisent beaucoup sur ce monde de la formation et s'occupent très peu de cette transition qui est nécessaire pour aller au monde du travail. Et on ne s'occupe pratiquement pas de ce monde du travail pour se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qu'on doit y faire dans le monde de la formation pour que les jeunes puissent entrer ce monde du travail? Nous, on s'est posé vraiment cette question de dire, mais quel serait d'abord le type de dispositif qui poserait le moins de problèmes aux jeunes pour entrer dans ce monde du travail? On voit que le système formel actuel ne favorise pas du tout cette transition. Les jeunes qui ont été formés pendant 2-3 ans en centre de formation, de manière extrêmement théorique, avec très peu d'ancrage lié au monde du travail, lorsqu'ils sortent de ce monde de la formation, vraiment, ils sont en décalage complet avec les réalités de ce monde du travail. Donc, il faut proposer des dispositifs qui aident, qui facilitent cette transition. Et un des dispositifs, ou en tout cas les dispositifs qui permettraient ça, ce serait des dispositifs qui faciliteraient l'interdépendance finalement, ou la relation entre les deux mondes, par exemple l'alternance. On voit dans les métiers urbains, pas forcément très bien au Niger, mais en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Bénin en particulier, que l'apprentissage dual est un dispositif qui permet vraiment aux jeunes qui sont en formation, en apprentissage, d'entrer assez facilement dans ce monde du travail. Au-delà de ces dispositifs, de cette transition qui est nécessaire, et on abordera finalement, entre autres, Anne Le Buissonnet parlera justement des dispositifs qui permettent cette transition et en facilitant cette insertion dans le monde du travail. Il est important effectivement de voir aussi quelle est la demande en termes de jeunes formés de ce monde du travail. Qu'est-ce que le monde du travail a besoin? Et ça, c'est une question finalement dont les acteurs doivent se poser pour essayer de proposer les meilleurs dispositifs, les meilleurs systèmes de formation possibles. Quel serait le manque de continuum des politiques de formation professionnelle et les causes possibles? Si l'on considère la problématique suivante, qu'il y ait effectivement un manque de continuum entre les politiques publiques, les stratégies nationales de formation professionnelle et ces plans d'action et dispositifs. Si l'on considère du point de vue
du commanditaire qui serait en fait l'État, en particulier ici l'État nigérien. Il se trouve que la formation professionnelle pendant des années n'a pas été un axe prioritaire. L'État nigérien a vraiment privilégié l'enseignement général en se disant qu'il fallait absolument scolariser tous les jeunes en oubliant un peu ce côté formation professionnelle. Il y a également une absence d'unité d'action institutionnelle. On voit très souvent, pas forcément au Niger, mais des différents ministères en charge de formation professionnelle. Il n'y a pas un chapeau qui couvrirait sous un ministère l'ensemble de ce qui concernerait la formation professionnelle. Et puis les acteurs à ce niveau-là souvent manquent de culture en termes de formation, justement, en privilégiant les cursus académiques et le système scolaire traditionnel. Si l'on se positionne par rapport à l'entité de mise en œuvre des formations, les dispositifs de formation, les centres, etc., il se trouve qu'ils sont souvent isolés et délaissés par les autorités de tutelle. On voit des centres de formation qui n'ont aucun moyen de fonctionner parce que isolés du ministère, isolés de l'entité qui pourrait les appuyer en termes de financement ou en termes d'appui technique. Très souvent, on s'aperçoit aussi qu'il y a des ressources insuffisantes pour appliquer les éventuelles injonctions qui existeraient en termes de plan d'action ou de stratégie de formation professionnelle. On a des fois des documents existants, mais vous avez l'incapacité de les appliquer par manque de moyens ou de capacité. Et puis, également, une composante importante, c'est le manque de motivation ou la perte de motivation par rapport à des difficultés existantes dans ces centres de formation, qui fait que les formateurs qui s'y trouvent souvent n'ont plus goût à la formation, se trouvent face à des jeunes qui n'ont pas forcément choisi cette filière par envie, par motivation, mais plutôt par défaut. Donc il se fait qu'il y a une grosse déperdition sur le plan pédagogique à ce niveau-là. En considérant l'entité de financement, ça pourrait être l'État, ça pourrait être des collectivités territoriales, des communes, mais également tout ce qui concerne les coopérations bilatérales. À ce niveau-là, on constate qu'il y a un manque flagrant de coordination et de collaboration entre ces différentes entités. Si je prends le cas des coopérations bilatérales, finalement, chacun se définit des objectifs au travers de programmes ou de mandats particuliers, et il manque ces synergies entre ces différents mandats, différentes coopérations. On a souvent des politiques qui sont liées à du résultat court terme, qui ne favorisent pas justement le développement d'institutions qui mériteraient du temps, si l'on considère des dispositifs de financement de cette formation professionnelle ou des dispositifs de formation de formateurs. Et puis enfin, on peut avoir, dans certains cas, de la part de ces entités de financement, des pressions, des intrusions, voire de la mauvaise gestion. Si je prends maintenant l'angle de vue lié à l'entité de soutien, ça pourrait être tout ce qui est association d'artisans, groupement de paysans. À ce niveau-là, on voit un manque de leadership et finalement d'unité permettant justement de porter ce dispositif de formation professionnelle. Si l'on veut que ce dispositif permette d'articuler le monde du travail et le monde de la formation, il faut qu'une entité très forte au niveau du monde du travail puisse porter ce dispositif, puisse mobiliser les acteurs, voire développer des curricula ou évaluer finalement les résultats de la formation. Il y a à ce niveau-là également des manques de ressources en termes de compétences et qui seraient dévoués à la formation professionnelle. Il faut savoir que le monde des associations, ce n'est pas leur vocation a priori de développer la formation professionnelle, donc c'est quelque chose à part. Et il y aurait effectivement dans certains pays, et en particulier au Niger, un manque d'influence auprès des décideurs. Enfin, si je prends l'entité de pilotage qui serait au niveau du Niger le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, on voit à ce niveau-là qu'il y a des changements fréquents au niveau des cadres de la formation professionnelle,
pour des raisons politiques. On voit qu'au Niger, tous les 10 ans, il y a un changement, il y a un coup d'État qui remet en cause ce qui a pu être développé auparavant. À ce niveau-là, il y a aussi une insuffisance des ressources humaines en termes de qualité, mais aussi en termes de nombre. Ça fait une quinzaine d'années que le ministère de la formation professionnelle ne recrute plus des fonctionnaires, mais plutôt des agents contractualisés au coup par coup, selon une demande. Et puis, il y a une réelle aussi absence en termes de collaboration avec les secteurs économiques et ruraux. Le ministère aussi est très fermé sur lui-même et ne s'inquiète pas vraiment de ce qui se passe au niveau de ce monde du travail. Finalement, quelle est la stratégie qu'il faudrait opter en termes d'articulation et de prise en compte des orientations de l'État? Alors, au niveau de Suisse Contact, on s'est dit que la première chose qu'il faut mettre en avant, c'est de privilégier une approche qui serait systémique. Pas se positionner comme des acteurs qui mettraient en œuvre les activités, mais plutôt en termes de facilitation des acteurs, enfin des tâches ou des rôles que les acteurs auraient à avoir dans ce système. Donc si l'on considère que dans le système de la formation professionnelle, il y a des activités liées au développement des dispositifs de formation, liées également à la formation des formateurs, au développement de programmes, etc. Notre but ici, c'est de voir où sont les faiblesses, où sont les lacunes, et d'appuyer les acteurs dans ce rôle-là, de développer des curricula, de trouver un moyen de financement, de développer les infrastructures, etc. On voit bien qu'on ne peut pas se focaliser sur une thématique en disant on va développer les infrastructures. Il y a eu des projets qui se sont dit on veut développer tant de centres parce qu'il y a une injonction au niveau politique en disant on veut avoir un centre de formation par commune. Au Niger, ça ferait 266, donc on va développer des infrastructures pour chaque commune. On voit très bien qu'à un moment donné, on ne peut pas se contenter de développer un pan de ce système, mais bien de voir l'ensemble de manière générale pour savoir là où c'est faible. Voilà, ça serait par rapport à un objectif qui serait l'amélioration des conditions de vie, en sachant qu'au niveau de la formation professionnelle, c'est de permettre à ces jeunes de rentrer dans le monde du travail et d'avoir des revenus qui leur permettraient d'améliorer ces conditions. Enfin, il est également important, dans cette approche systémique, de considérer l'ensemble des acteurs qui s'y trouvent et de savoir finalement quels sont les positionnements de ces différents acteurs. Si on considère par exemple le développement de dispositifs de type informel, on a discuté avec l'ensemble, échangé avec l'ensemble des acteurs, et si je mets le ministère de la formation professionnelle dans un pôle plutôt résistant par rapport au développement de dispositifs de type informel, c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais plutôt de connaître leur position afin justement de travailler dans le sens où on les amènerait gentiment à adopter finalement une politique qui couvrirait les besoins des jeunes de manière plus large. Donc effectivement, le ministère de la formation professionnelle, dans son discours, n'est pas contre le développement, mais dans les faits, il y a vraiment une résistance. Et donc, Suisse Contact, avec les acteurs avec lesquels on travaille, on tient compte finalement de ces positionnements pour travailler aussi sur la communication, sur toute la question de stratégie, aussi de marketing finalement, pour qu'on puisse atteindre les objectifs visés. Enfin, il nous importe aussi de travailler à la base, parce qu'un système de formation professionnelle ne se développe pas en 2 ans ou en 3 ans. Malheureusement, on voit de plus en plus de bailleurs qui souhaitent, sur un mandat de 3 ans, développer un système. Nous, on s'aperçoit qu'il faut des années, et quand je dis des années, c'est au minimum 10 ans pour mettre en place suffisamment de fonctions dans un système de formation professionnelle qui permettrait d'assurer une certaine qualité.
Et un système ne peut pas tourner si à la base les acteurs ne sont pas empreints, ne portent pas ces dispositifs de formation professionnelle. Donc l'approche que l'on privilégie est celle du bottom-up. Donc on travaille avec les communautés locales et on fait gentiment remonter pour éventuellement développer un cadre institutionnel au niveau régional puis au niveau national. Je donne quelques exemples ici. On a développé des dispositifs tels que l'apprentissage dual. Donc il est important à ce niveau-là de travailler avec l'association qui représente le métier dans lequel on évolue. Il faut former ces gens-là pour encadrer au mieux les apprentis, pour encadrer au mieux le dispositif. Ils ont des rôles de mobilisation des jeunes, des rôles de développement aussi du contenu de la formation et également un rôle lié à l'évaluation des compétences suite à la formation. Les champs écoles, c'est un dispositif qu'on est en train de mettre en place. Il ne s'agit pas ici du champ école dit de démonstration pour des paysans, mais plutôt une sorte d'école agricole pour des jeunes déscolarisés et non scolarisés, mais sur du court terme, qui permettrait à ces jeunes, dans un espace de formation, donc un champ d'exploitation, mais ça peut être lié à de l'élevage, d'avoir cette possibilité, au sortir de ce cursus, d'avoir les compétences suffisantes pour pouvoir justement après exploiter son propre champ. Là aussi, je ne vais pas le développer, mais on développe des moyens de faciliter cette transition entre formation et monde du travail. La formation ou le dispositif qui nous semble le plus facile à mettre en place et qui répond de manière très rapide à des demandes particulières, ce sont les formations initiales professionnalisantes. C'est des formations de court terme, souvent entre 3 semaines et 2 mois maximum, qui permettent à des jeunes sans formation de se former en très peu de temps sur des compétences liées à un métier. Pas forcément le métier dans son ensemble, mais un pan de métier. Je vous donne un exemple. Dernièrement, nous avons fait une formation. On a fait le constat que des jeunes travaillaient déjà sur la réparation de cellulaires, des téléphones portables. Et on a répondu à une demande ici en 3 semaines, 1 mois, qui leur permettait vraiment d'améliorer des compétences à ce niveau-là et de trouver un marché direct, sans gros investissements, avec un petit kit de pinces, etc., permettant d'avoir des revenus en lien avec leur activité. Voilà, en guise de conclusion, je dirais qu'on a opté pour le choix suivant, c'est celui de développer des dispositifs de formation variés. Si l'on considère le système actuel, on voit qu'il n'est pas suffisamment varié et donc ne permet pas à l'ensemble des jeunes d'y accéder. Il faut également qu'il soit de courte durée. On a fait des études où on voit que 50% des jeunes ne rentreraient pas dans des dispositifs supérieurs à une durée d'une année. Il faut que ces dispositifs soient adaptés au public cible et au contexte socio-économique. Si l'on considère ce public défavorisé, déscolarisé, la plupart d'entre eux sont analphabètes, donc il faut trouver les méthodologies dans ces cursus de formation qui soient adaptés à ces profils. Et finalement, il faut que la finalité soit l'accès à une activité professionnelle procurant des revenus, et ce, dans une approche, comme je l'ai dit, bottom-up. Voilà, je vous économise une diapositive souhaitant mes remerciements de votre attention. Vous avez abordé, on va dire, le périmètre des politiques publiques, c'était bien le sujet évidemment de l'intervention. Mais la question que je me pose, c'est s'il était possible aussi d'aborder la question du côté du secteur privé, donc d'un point de vue plus économique également. Alors mon souci, c'est justement de savoir si le secteur économique, enfin les secteurs économiques et le secteur informel en particulier, aujourd'hui est en mesure d'accueillir des gens qui seraient mieux formés, évidemment dans l'hypothèse où un système de formation professionnelle serait mis en
en œuvre, est-ce qu'il serait en mesure justement d'accueillir ces nouveaux formés? Est-ce qu'il ne faudrait pas également aborder la question du système informel, de l'économie informelle, savoir si elle peut justement proposer à ces gens qui seraient mieux formés, qui aspireraient forcément à être mieux rémunérés, à être sécurisés effectivement dans leur emploi, est-ce qu'il ne faudrait pas, de manière synchrone aussi, travailler sur cette question du secteur informel? Merci. Nous sommes arrivés en 2005, Suisse Contact au Niger. Effectivement, on s'est focalisé sur l'aspect dispositif de formation. Donc on voulait absolument améliorer la qualité finalement des contenus, de l'enseignement, etc. Et finalement, après avoir fait ça, on a constaté qu'il manquait cette transition, il manquait un dispositif qui faciliterait l'insertion des jeunes dans ce monde du travail. Donc on a travaillé ensuite sur un dispositif qui devait faciliter ça. Et la question suivante, effectivement, maintenant, devrait nous être posée, mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du monde du travail? Vous voyez bien que je n'ai pas parlé de marché du travail, parce que pour moi, au Niger, on a 99% de l'économie se trouve dans le marché informel. On a plus ou moins 7 millions d'actifs, il y a 70 000 qui se trouvent dans le domaine formel, et dans ces 70 000, il y a 50 000 fonctionnaires. Donc vous voyez bien qu'au niveau du secteur formel, il n'y a quasiment pas d'accès à ces jeunes, et en particulier les jeunes avec lesquels on travaille. Maintenant, travailler dans ce monde informel, il est effectivement assez opaque, et pour nous, il est difficile actuellement, en sachant qu'il y a des chantiers à mener au niveau du monde de la formation, au niveau de cette transition, et effectivement faciliter l'accès de ces jeunes au niveau du monde du travail. À ce niveau-là, il y a des dispositifs aussi qui facilitent l'accès aux services financiers, parce que comment entrer dans ce marché informel, dans la plupart des cas, c'est par la création d'une micro-entreprise. Donc il n'y a pas ici la possibilité de devenir salarié, on ne parle pas de salaire dans le monde informel. Donc souvent, la possibilité pour les jeunes de rentrer dans ce marché informel, c'est par la création de leur propre entité. Et donc du coup, il faut faciliter à ce niveau-là des moyens qui leur permettraient de financer cette entrée-là. Oui, bonjour, je suis Anne-Laure Roy du FIDA à Rome. Moi, je voudrais questionner toujours le système informel, et en particulier quand vous dites qu'il y a des jeunes sans formation. Je voulais savoir en particulier tout ce qui est lié aux métiers agricoles et de l'agriculture et ruraux. Comment est-ce que vous avez pu mettre en place des systèmes qui permettent de valoriser les savoirs paysans et aller au-delà du discours qui est que les analphabètes ont des pratiques complètement archaïques, etc. Comment est-ce que, en particulier dans vos champs écoles, que vous dites ne pas être des parcelles de démonstration, comment est-ce que les savoirs locaux et la transmission intergénérationnelle peut être valorisée? Suisse Contact, on travaille essentiellement, ou en tout cas on travaille essentiellement dans les métiers dits urbains, justement en développant des dispositifs d'apprentissage. Et donc on s'est aperçu finalement que si on voulait sortir de ça, parce que ce dispositif a ses limites, et souvent limites au niveau des centres urbains, qu'est-ce que l'on fait justement pour ces jeunes au niveau rural? On travaille toujours avec les acteurs qui se trouvent dans ces contextes. Donc, lorsqu'on a une demande, par exemple, d'une mairie ou d'une association, on regarde toujours, finalement, quelles sont les ressources humaines qui seraient qualifiées, qui seraient aptes à organiser la formation. Donc, on s'adresse à des coopératives, on s'adresse à des groupements de paysans. Le milieu rural, ce n'est pas uniquement l'agriculture, donc ça peut être aussi des artisans dans la mécanique rurale, motopompes, etc. Donc on s'adresse d'abord, en premier lieu, à ces acteurs-là, en les encadrant, parce que souvent il y a des compétences techniques, mais pas forcément des compétences au niveau pédagogique pour faire l'enseignement. Donc on les utilise d'abord pour les compétences techniques, aussi par rapport à leur connaissance du contexte et des publics cibles. Et souvent, on leur adjoint un formateur ou un co-formateur qui aurait plutôt cette capacité sur le plan pédagogique
pour organiser la formation, pour éventuellement gérer le groupe, ce genre de choses. Donc l'idée, c'est d'utiliser toujours, effectivement, dans ces champs d'intervention, les ressources locales. Dans les champs écoles, nous voulons... Le champ école, c'est une vingtaine de jeunes. Dans un champ d'exploitation, ou ça peut être de l'élevage ou autre, avec une ressource locale, si elle est compétente sur le plan pédagogique, on ne va pas lui adjoindre un formateur, mais si elle ne l'est pas, on va créer un tandem, quelqu'un qui aurait plutôt cette compétence technique et de production, et puis quelqu'un qui aurait plutôt les capacités sur le plan ingénierie pédagogique. Excusez-moi. Première remarque, c'est vous n'avez pas parlé du problème du financement. Alors, si mon souvenir est exact, il y a un fonds de financement de la formation professionnelle qui existe au Niger. Est-ce qu'à l'époque, Suisse Contact utilisait pour financer ces formations? Est-ce que vous continuez à utiliser ce système dans la mesure où il est alimenté par une taxe dite d'apprentissage ou professionnelle payée par les entreprises du secteur moderne? Est-ce que les fonds disponibles sont suffisants pour alimenter les formations que vous développez? Et puis ma deuxième remarque est plus large, mais ça renvoie peut-être à un séminaire spécifique. C'est que le constat qui est fait au début, on peut le faire pour l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. On a un système effectivement d'enseignement technique, dont je rappelle qu'il a été construit à l'origine par la France pour alimenter les entreprises publiques qui existaient avant la période de privatisation. Puisque la logique de l'époque, c'était, comme en France, c'était qu'il fallait avoir soit le CAP, soit le BEP pour pouvoir rentrer dans ces entreprises. Donc on a un système qui a été conçu pour un secteur public qui était important et qui n'a absolument pas évolué par rapport à partir du moment où on a privatisé. Et quand on regarde les réformes que les uns et les autres ont engagées au cours des 10 dernières années, on s'aperçoit que finalement rien n'a bougé par rapport au constat qu'on faisait il y a 10 ans. Et donc nous avons sur ce sujet sans doute une réflexion un jour à mener. L'apprentissage dual s'est fait, je dirais, en contournant l'enseignement technique, ce qui a été une excellente chose, mais ça n'a pas fait bouger le système. Et le financement est absorbé par l'enseignement technique, donc on a un jour quand même une réflexion à avoir sur est-ce qu'il ne faut pas quand même essayer de faire bouger le système d'enseignement technique qui est complètement figé. On n'a pas parlé des enseignants, on n'a pas parlé de l'inspection d'enseignement technique, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé des facteurs qui bloquent l'évolution auquel personne ne veut toucher. Au niveau effectivement, il existe un fonds au Niger, le FAFPA. À ce niveau-là, ce fonds n'est pas disponible pour les formations de type agricole. Donc, du coup, ça met de côté toutes ces formations champ-école, formation initiale dans ce domaine-là. Ce genre de fonds existe en Afrique de l'Ouest, dans pratiquement tous les pays. On s'aperçoit qu'ils sont très souvent centralisés, qu'il y a des difficultés justement en termes de réactivité. Lorsqu'il y a une demande de formation ou demande de financement, il faut des fois 6 mois, voire 8 mois pour que le financement arrive. Donc on voit que c'est des fonds qui sont très positifs sur l'idée. Il y a un moyen de financement, mais souvent sur le plan opérationnel, il y a vraiment ici des dysfonctionnements importants. Donc nous, on souhaite appuyer ce fonds, soit financièrement, soit et techniquement, parallèlement. Mais actuellement, en l'état, au niveau du Niger, ce fonds, pour nous, il est inopérant. Donc, et partant du principe qu'on développe plutôt maintenant des dispositifs pour l'agriculture, on ne l'a pas considéré. Ça ne veut pas dire qu'on le mette de côté. Au niveau de l'enseignement et de la formation professionnelle technique en général, effectivement, j'imagine qu'au départ, ce dispositif était créé aussi pour le monde formel des entreprises. Et comme je l'ai dit, en l'état, le monde formel au Niger est quasi néant. Donc finalement, les jeunes qui rentrent dans ce dispositif-là
n'ont pas d'entreprise ou très peu d'entreprises. Il reste néanmoins quelques entreprises de type public, au niveau électrique ou les eaux, mais c'est quelques places et donc ça ne répond pas à la demande. Ensuite, ce système-là aussi a une image extrêmement déficitaire auprès des jeunes, auprès des familles, qui fait qu'on n'embrasse pas ces dispositifs de formation ou d'enseignement technique, comme je l'ai dit, de manière volontaire, par vocation, ou c'est vraiment par défaut, lorsqu'on échoue, ou par contournement. Certains jeunes rentrent dans ce système, c'est pour avoir un diplôme qui leur permettrait d'avoir un lien avec d'autres cursus, évitant des fois de passer le bac pour passer au niveau tertiaire. C'est possible au Niger. Monsieur Sissoko Babacar, je suis du Sénégal. Donc, j'ai une formation d'agroéconomiste. J'enseigne aujourd'hui à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis en gestion de projet. Alors, mon problème, c'est sur l'inadéquation formation-emploi. Bon, je pense que ce terme, ce vocable, je l'ai entendu depuis que j'étais au lycée. Alors, ma question, c'est quand est-ce qu'elle était adéquate? Et je n'ai pas vu de catalogue d'emploi et on met à côté la correspondance des formations. Alors, je pense que la réflexion, ça doit être à ce niveau. Quelles sont les évolutions qui ont été observées et quelles sont les formations qui peuvent être correspondantes. Moi, je n'ai pas vu, au Sénégal, je n'ai pas vu. Je pense que dans les autres pays aussi, cette situation n'est pas du tout faite. Aujourd'hui, si on me posait la question, quelles sont les formations adéquates pour tel pays, dans tel secteur, dans tel thème? Quel est le catalogue d'emploi qui correspondrait? Ça, c'est ma question. L'autre élément, c'est qu'on est en train de mener une expérience qui n'est pas dans le domaine agricole, mais dans le domaine un peu de l'artisanat. C'est-à-dire, cette expérience, c'est quoi? On prend des jeunes étudiants qui vont au niveau d'un atelier où c'est un artisan, un coiffeur ou un menuisier métallique. Il essaie de voir au niveau de son système quelles sont les améliorations qui peuvent être apportées et il le montre sous forme d'un projet qui va être présenté au Fonds national pour l'emploi des jeunes. Et si c'est financé, donc il y a une amélioration des conditions de travail, une amélioration du système qui est accompagné par les étudiants. Et il y a un volet formation à l'intérieur où on va prendre des jeunes qui ne savent pas faire quelque chose. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont fait le cycle jusqu'au primaire ou bien qui n'ont pas du tout été à l'école, qui vont venir être formés. Et l'argent qui était souvent investi sur des séminaires de formation de courte durée ou de quelques mois, qui après ne fait que de la déperdition. C'est des formations qui étaient souvent théoriques. Alors cet argent, au lieu de faire des séminaires dans les hôtels, cet argent, une partie va être investie dans la structure. Et cette structure a de l'argent par rapport à son développement. Et une autre partie va être encore investie dans l'entreprise par le biais de la formation qu'il assure aux jeunes. Donc ça fait que la structure se développe et en même temps il développe un jeune en termes de capacité. On est un peu en train de faire ça au niveau de l'université de Dakar avec des étudiants, mais on le fait pour seulement des artisans au niveau des villes, à savoir des coiffeurs ou des menuisiers métalliques. Bon, si on le transférait dans le milieu agricole, c'est-à-dire le cas des champs écoles, alors est-ce qu'il ne faut pas prendre les meilleurs producteurs qui sont très bons et apporter un plus à ces producteurs en termes de modernisation de l'outil de production, de modernisation des systèmes d'information de collecte pour l'exploitation, et maintenant prendre des jeunes, les mettre à l'intérieur de ces exploitations où ils vont apprendre les métiers, mais aussi les systèmes d'information de comptabilité, d'information au niveau de l'exploitation pour qu'eux-mêmes ils puissent après être autonomes. Voilà un peu le parallèle que j'ai fait avec l'exploitation. Merci. Étienne Baudou, donc concernant le diagnostic
Bon, tel qu'il a été fait, je crois qu'il est largement partagé depuis un certain temps sur l'inadaptation de ces systèmes de formation. Là-dessus, je crois que c'est assez clair. Et d'autre part, vous nous indiquez un certain nombre de pistes, bon, que ce soit les champs écoles, la formation duale, etc. Je crois que là aussi, il y a énormément de coopérations qui innovent, mènent un certain nombre d'expérimentations. La question sur laquelle j'aimerais que vous nous apportiez un éclairage, c'est comment, bon et là je questionne le Suisse Contact en disant ça, ou la coopération suisse, j'en sais rien, vous direz, c'est que dans le fond, entre nous, on peut faire ces diagnostics, on peut imaginer, il y a des tas d'ONG, des tas de projets qui depuis des années ont fait un certain nombre de propositions, bon, parfois extrêmement intéressantes, mais le problème de fond, c'est comment on partage tout ça avec les responsables nationaux, les différents ministères, les différentes instances avec lesquelles vous travaillez. Alors est-ce que là-dessus, Swiss Contact ou la coopération suisse, j'en sais rien, pour ne pas poser la question à la coopération française, comment vous faites pour que ce diagnostic, ces innovations, ce soit quelque chose de partagé et de mené de concert en vue d'éviter que certaines de ces expérimentations soient menées un bout de temps et puis après c'est fini. Donc, Carole Lambert de l'Institut des régions chaudes de Montpellier-Supagro. Alors, en fait, j'ai 3 questions rapides qui prolongent la question précédente et la question des financements. Donc, si ce ne sont pas les fonds de la formation professionnelle qui les financent, quelles sont les ressources et dans un objectif potentiel de pérennisation, si certaines actions se sont effectivement pérennisées, quelles sources de financement avez-vous pu trouver? D'autre part, les questions de l'efficacité. Je ne sais pas si vous avez pu faire des évaluations entre les champs écoles, les formations initiales professionnalisantes, etc. Quels sont les dispositifs a priori qui mènent à effectivement de la création d'activités durables? Et troisième question, je ne sais pas si on aura le temps, mais vous avez évoqué aussi les CFDC. Et donc, du coup, il me semblait que c'est a priori une bonne option aussi qui part du gouvernement. Et comment ça fonctionne et quels sont les liens éventuels que vous développez avec ces centres? Merci. Tout à fait. Peut-être juste revenir sur cette question d'inadéquation. C'est vrai qu'on l'entend très souvent, c'est une ritournelle. Et moi, ce qui me semble être le plus grand problème par rapport à cette inadéquation, on parle souvent de contenu, on parle souvent de séparation entre monde du travail et monde de la formation, mais moi, il me semble important, quand on parle d'inadéquation, de savoir si le secteur privé est impliqué dans ce dispositif de formation. Et moins le secteur privé est impliqué, et plus cette inadéquation est grande. Si je fais juste une référence par rapport à l'apprentissage dual que l'on connaît en Allemagne, en Suisse, il faut savoir que plus de 2/3 des jeunes embrassent cette formation-là dans ces pays-là. Ça veut dire que c'est un vrai choix, et ces jeunes-là sont formés au sein des entreprises. C'est le secteur privé qui porte le système dual. Et ce n'est pas le système étatique, l'école, etc. Évidemment qu'il y a un encadrement, il y a un cadrage institutionnel, il y a des certifications reconnues, mais il faut effectivement une implication du secteur privé pour que cette inadéquation ou cette adéquation se passe. Évidemment, il est important, on n'est pas dans une bulle au niveau d'un projet ou d'un programme pour développer des dispositifs de formation. On travaille avec les acteurs et un des acteurs importants est évidemment l'État ou ce qui les représente, que ce soit le ministère ou les régions. Nous faisons un constat qu'il est important qu'il soit partagé par ces acteurs. Donc déjà, dans un premier temps, il faut qu'on se mette d'accord sur ces diagnostics, qu'on se mette d'accord sur ces constats. Si l'on considère aujourd'hui que le système actuel n'est pas bon parce qu'il n'atteint pas les objectifs visés, on propose avec les acteurs d'autres dispositifs. Le problème, c'est très souvent au niveau opérationnel. On est d'accord sur le discours. Le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi
au Niger nous dit effectivement il faut développer d'autres types de dispositifs. Et c'est pour ça qu'on est arrivé au type des CFDC, qui est au départ quelque chose qui vient des communes, qui est porté par la communauté locale et qui aujourd'hui remonte au niveau étatique pour effectivement avoir un cadrage plus institutionnel avec une implication de l'État en termes de formateurs, de financement, etc. Donc, pour moi, il est effectivement important d'impliquer le ministère, en premier lieu de partager avec lui ses constats et puis finalement de trouver quels seraient les dispositifs les plus adéquats. Ça prend du temps. Les difficultés que l'on constate, c'est souvent le changement aussi de ces cadres qui font que un remaniement ministériel ou un coup d'État fait qu'on recommence pratiquement à zéro parce qu'il s'agit ici de travailler avec des hommes et pas forcément avec des institutions. C'est souvent les hommes en place qui font que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc il y a ces difficultés-là, mais évidemment on travaille de concert avec les ministères en charge de cette question de formation. Et aujourd'hui, on a mis en place, et c'est très récent, un cadre de concertation qui réunit les partenaires techniques et financiers et les acteurs principaux de la formation professionnelle. Et ça, c'est sous le leadership du ministère de la formation professionnelle. Donc c'est dans ce cadre-là que justement on peut partager les constats, éventuellement d'aller vers le développement de nouveaux dispositifs, mais ça prend du temps. Quelques réponses rapides par rapport aux sources de financement. Effectivement, dans les pays dans lesquels nous intervenons en Afrique de l'Ouest, on travaille beaucoup avec ces fonds. On travaille également avec la participation des bénéficiaires au coût de formation. Ça nous semble important, même si c'est des sommes des fois dérisoires, mais c'est important que les patrons qui se forment considèrent que c'est un investissement. Au niveau des jeunes, on travaille beaucoup avec les parents, avec les associations, pour considérer qu'à un moment donné, il y a une responsabilité des familles aussi à participer au financement. Donc c'est toujours en fonction des contextes, en fonction de la capacité de financement de ces bénéficiaires-là. Mais il nous semble important que ce n'est pas a priori un dispositif gratuit. Même au Niger, où les capacités de financement sont extrêmement limitées, on essaye de faire participer les bénéficiaires. Et un dernier mot peut-être sur les résultats. Nous, pour être crédible, on travaille vraiment sur cette approche résultat et en mettant dès le départ en place un système de monitoring. Ce que l'on veut, ce n'est pas de dire à la fin, voilà, nous avons formé 2000 ou 3000 jeunes. Ce qui nous importe, c'est de dire, parmi les jeunes que nous avons formés, tant ont trouvé du travail, tant ont un revenu régulier, etc. Donc nous sommes mesurés sur les effets, les impacts, et non pas sur le nombre de personnes formées. Donc à partir du début, nous mettons en place un système de monitoring qui fait que systématiquement, une année après la fin des formations, nous allons voir sur le terrain quels sont les effets en termes de création d'emplois, en termes d'augmentation de la productivité ou de revenus. Et puis, un dernier mot sur les CFDC. Effectivement, c'est un dispositif qui se développe maintenant au Niger. Il y a une position forte sur le plan politique pour dire qu'il faudrait un CFDC par commune. Donc, au Niger, ça fait 266 CFDC ou centres de formation. Ça nous semble aussi absurde de partir dans cet extrême-là. C'est un dispositif qui nous semble intéressant pour autant qu'il soit porté par la communauté. Il faut qu'il y ait une demande de la commune, de la mairie, des acteurs et que ça corresponde à des besoins contextualisés en termes économiques, mais en termes aussi de capacité du nombre de jeunes pour entrer dans ce dispositif.